Bonjour, je suis Viviane Nana, conseillère conjugale et coach de vie. Bienvenue dans cette autre capsule. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille perverse narcissique. Mais avant d'entrer plus en détail, je vous demande de vous abonner, de partager, de liker et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Donc, la famille perverse narcissique, c'est une famille dysfonctionnelle, toxique, déséquilibrée et destructrice pour ses propres membres. Il n'est pas facile, même quand on est adulte, de reconnaître et d'accepter que nos parents ou un parent ne nous a pas aimés. Il n'est pas facile d'accepter que la famille dans laquelle on est censé grandir, on a grandi et dans laquelle on était censé être en sécurité, s'épanouir et se sentir aimé, et cette famille-là qui nous détruit, et cette famille-là qui nous a causé des traumatismes. Et c'est cette famille-là au sein de laquelle euh, on a connu des abus et qui nous affectent jusque dans notre vie d'adulte. Donc, parce qu'il est à noter que en tant qu'être humain, on a un devoir de loyauté envers nos parents, un devoir de loyauté envers nos frères et sœurs et les autres membres de notre famille. Et ce devoir de loyauté nous empêche toujours de voir et d'accepter ce qui s'est réellement passé, de voir et d'accepter la vérité, les violences qu'on a véritablement subies. Donc, une famille perverse narcissique, comme on l'a dit, c'est une famille hautement toxique. Et ça pourra paraître étrange pour les gens qui ont eu la grâce de vivre dans une famille saine. Mais c'est un phénomène qui existe et qui est étudié en psychologie. D'ailleurs, pour approfondir vos connaissances sur le sujet, je pourrais vous suggérer les livres de Anne-Laure Buffet, Les prisons familiales, et le livre de Julie Arquelin, Survivre aux parents toxiques. Donc, on a pu remarquer quand même que ces familles-là ont des traits caractéristiques qui les particularisent, qui les distinguent. Évidemment, il y en a plusieurs, mais on va en citer quelques-uns. Déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut remarquer dans ces familles, c'est que ces familles ont à sa tête un chef, une autorité, qui est une autorité. Vous me direz donc, oui, toute organisation structurée a une autorité à sa tête. Oui, prenons par exemple la structure familiale, qui a à sa tête généralement un chef qui est le père, qui est généralement le père de famille. Mais c'est vrai qu'un chef se distingue par ses droits, tant par ses droits que par ses obligations. Et dans le cercle familial, le chef de la famille est celui-là qui nous apporte la sécurité, est celui-là qui est censé nous protéger, est celui-là qui est censé répondre à nos besoins, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient physiques, c'est-à-dire manger, boire, s'habiller, se soigner, etc. C'est celui-là qui permet aux individualités de se développer, de s'épanouir. C'est celui-là qui est à l'écoute des besoins des membres de sa famille et qui subvient en fonction de ses capacités. Mais dans le cadre de la famille perverse narcissique, euh, c'est un fonctionnement, la famille perverse narcissique fonctionne un peu comme une secte. Et d'aucuns parlent de fonctionnement en meute ou de fonctionnement tribal. Et justement, à la tête, l'autorité se comporte plus comme un gourou que comme un chef de famille. Un gourou dans ce sens que c'est la pensée unique. C'est une pensée unique qui est imposée à tous les membres de la famille. Et lui, on doit l'encenser. Lui, le parent pervers narcissique qui est le chef, on doit l'encenser. On doit l'applaudir pour tout. On doit le vénérer comme un dieu. Et on ne doit pas remettre en question le fonctionnement qu'il a imposé à sa famille. On ne remet pas en question ses opinions. On ne remet pas en question, voilà, son autorité. Et toute personne qui, d'une manière, toute velléité de rébellion est complètement écrasée. Donc, c'est une famille dans laquelle on ne permet pas aux individus d'exprimer leur individualité et de développer leur personnalité. Parce que le parent pervers narcissique s'assure d'écraser la personnalité de chacun pour pouvoir avoir une emprise totale sur les différents membres.
Quand les enfants sont tout petits, le parent pervers narcissique qui est leur bourreau, justement, les écrase et leur impose son dictat, leur impose ses standards et tout. Et quand ils grandissent, le même parent se transforme maintenant en victime. De bourreau, il se fait passer pour la victime auprès de ses enfants, surtout quand ceux-ci ont évolué et quand ils ont grandi et qu'ils ont réussi financièrement. Donc, il vient se présenter comme un bourreau, comme une victime pour bien se faire voir et ainsi continuer à manipuler ses enfants et obtenir d'eux ce qu'il veut. Parce qu'il faut comprendre que dans la famille pervers narcissique, le parent pervers narcissique utilise ses enfants comme un outil pour satisfaire ses propres besoins. Et justement, dans cette famille, toujours dans le désir de contrôler les autres, d'imposer ses standards de vie et tout, quand le pervers narcissique, le parent pervers narcissique meurt, il passe le bâton de commandement à un membre de la fratrie à qui tout le reste doit être soumis, tout le reste du clan se soumet. L'autre caractéristique qu'on peut observer dans ces familles, c'est le culte de l'image. On observe effectivement dans ces familles que elles présentent une image de perfection, elles présentent une image de la famille parfaite, alors qu'il n'en est absolument rien. En effet, au sein de ces familles, n'oublions pas, il y a des violences. Ils sont témoins, les enfants sont témoins des violences au sein du couple. Les enfants sont victimes d'abus de la part du parent pervers narcissique. Et ils comprennent bien, tout le monde est malheureux et tout le monde comprend bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, il y a quelque chose de pas sain justement dans la relation, dans la famille. Mais personne n'en parle parce qu'on n'a pas appris à ces enfants à exprimer leurs besoins, à exprimer leurs souffrances. Parce que celui qui exprime sa souffrance est raillé, celui qui exprime sa souffrance est moqué, sa souffrance n'est pas prise en compte. Donc, du coup, chacun a appris à se taire, à présenter un masque de tout va bien et voilà, à ne pas savoir exprimer ses sentiments, à ne pas savoir communiquer ce qu'il ressent. Donc, le parent pervers narcissique dans ces familles-là impose donc le silence, impose la loi de l'hormeta aux différents membres de la famille. Donc, on ne doit rien exposer à l'extérieur. Tout ce qui peut permettre aux gens de comprendre que notre famille, que la famille est imparfaite, doit être caché. Et c'est une famille au sein de laquelle il existe beaucoup de secrets inavoués, beaucoup de secrets honteux et ces secrets rendent les enfants coupables. Ces enfants se sentent coupables au sein de ces familles en raison de ces secrets honteux-là. Mais paradoxalement, ce sont des familles ce sont des familles qui se moquent, qui passent le temps à observer les autres familles et des difficultés qu'elles ont et qui se moquent de ces familles-là. Mais ces moqueries traduisent en réalité l'envie parce que ce sont des gens, des membres de ces familles sont extrêmement envieux, ils sont jaloux, ils sont cruels et méchants. Donc, parce qu'ils envient l'équilibre qu'il y a dans ces familles, l'amour que les gens ont dans ces familles, eh bien, elles traduisent ça par des moqueries, et voilà, et elles cachent leurs propres secrets aux yeux des autres. Une autre chose qu'on peut observer dans ces familles, c'est la hiérarchisation au milieu des enfants. Ça veut dire quoi? Le parent pervers narcissique euh, met les enfants en compétition les uns contre les autres. Et les enfants compétissent pourquoi? Pour avoir une petite once de son attention. Pourquoi? Parce que le parent pervers narcissique divise pour mieux régner. Et on se rend compte dans ces familles-là il y a des distinctions très claires, très marquées entre les enfants. Donc, on va observer dans ces familles qu'il y a un enfant qui est aimé, on appelle l'enfant sacré, Golden Child en anglais. Il y a un enfant qui est aimé, qui joue des privilèges que les autres n'ont pas, qui est favorisé peut-être en raison de son intelligence, parce qu'il est très soumis, parce que voilà, il fait la fierté du parent, parce que le parent flatte, parce que à travers ses exploits, que ce soit à l'école ou quoi que ce soit, l'ego du parent pervers narcissique est flatté. Donc, on trouve vraiment il y a des différences très marquées dans la famille.
Et notamment aussi, dans ces familles-là, on va trouver aussi un enfant qu'on appelle le mouton noir, qui est le bouc émissaire de la famille. Et c'est un enfant, lui, qu'on met à l'écart, qu'on écarte, parce que lui, il a vu, il est conscient de ce qui se passe au sein de la famille, il a observé, et il est justicier et il veut dénoncer ce qui se passe dans la famille. On va aussi observer quelque part une troisième catégorie, c'est l'enfant invisible. Un troisième rôle, celui de l'enfant invisible. C'est l'enfant qui est conscient du chaos, mais qui, voilà, qui fait tout pour passer inaperçu, pour ne pas avoir à en souffrir. Donc, quand on entre dans cette famille-là, on se rend bien compte il y a des enfants qui sont aimés. Les autres membres de la fratrie savent. Parce que on passe le temps à les comparer à cet enfant chéri-là, à cet enfant sacré-là. Donc, les autres membres de la fratrie savent, sont complexés, souffrent justement de ces comparaisons tout le temps. Et malheureusement, personne ne peut rien dire. Tout le monde, voilà, tout le monde en souffre. Et même l'enfant sacré souffre de ça parce qu'il culpabilise quelque part. Voilà, d'avoir des privilèges que les autres n'ont pas, même s'il en profite, même s'il en jouit, il culpabilise quand même quelque part. Donc, c'est une famille où tous les enfants, en réalité, quel que soit le rôle qu'ils jouent, quel que soit le rôle qui leur est imposé par le parent pervers narcissique, qui impose les rôles selon son humeur. Parce que ça peut être un seul enfant. Mais selon l'humeur, il alterne les différents rôles. Comme ça peut être plusieurs enfants dans la fratrie, et à ce moment-là, il peut aussi alterner les différents rôles entre les différents enfants. Donc aujourd'hui, on peut être l'enfant sacré, et demain, selon l'humeur, peut-être parce qu'on a désobéi, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui prend la place, et là, on devient peut-être le bouc émissaire, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que le parent pervers narcissique alterne les rôles dans la fratrie. Donc, il y a aussi une autre chose qu'on observe, un autre trait caractéristique, c'est l'amour est conditionné. Donc, pour obtenir l'attention du parent PN, les enfants sont obligés, comme j'ai dit, de compétir. Les enfants sont obligés de faire quelque chose, de mériter quelque part l'amour ou bien l'once d'attention qu'ils appellent amour, que les enfants considèrent comme amour. Les enfants compétissent pour avoir ça. Les enfants se battent. Et c'est au mérite qui est déterminé essentiellement par le pervers narcissique, que l'enfant peut avoir un peu d'attention de sa part. Donc, l'enfant n'est pas aimé d'une manière inconditionnelle. Et ça se répercute même souvent dans leur vie d'adulte. Parce que dans leur vie d'adulte, on peut observer au sein des couples des enfants victimes de ces parents pervers narcissiques-là, que même avec leur conjoint, ils n'aiment pas leur conjoint simplement parce que c'est leur conjoint, quoi. Ils n'aiment pas leurs enfants, c'est simplement parce que c'est leurs enfants. Non, ils reproduisent les mêmes effets, ils reproduisent les mêmes travers. Pourquoi? Parce que bon, on ne donne que ce qu'on a reçu. Ils ont vécu là-dedans, c'est le seul modèle qu'ils connaissent. Donc, c'est le seul modèle, étant donné que les parents sont les modèles des enfants et le fonctionnement qu'ils ont donné, imposé aux enfants, c'est le fonctionnement auquel ils se réfèrent pour bâtir leur propre vie, pour bâtir leur propre foyer, leur propre famille. Donc, du coup, c'est le modèle auquel ils se réfèrent pour gérer leur famille. Et dans ce modèle-là, justement, on se rend compte que même le conjoint doit pouvoir, s'il veut mériter de l'attention, ou la conjointe, si elle veut mériter de l'attention, doit pouvoir faire quelque chose, doit pouvoir apporter quelque chose, doit pouvoir satisfaire quelque part l'ego du pervers narcissique pour pouvoir avoir de l'attention. Les enfants sont conditionnés, donc pour avoir quelque chose, les enfants doivent mériter, les enfants doivent faire des choses pour que le pervers narcissique leur montre de l'attention, pour que le pervers narcissique, voilà, leur exprime quelque chose qui ressemble à de l'amour, mais qui n'en est pas. Une autre chose qu'on peut constater dans les familles pervers narcissiques, c'est le contrôle. On se rend compte que dans ces familles-là, il y a extrêmement de contrôle des différents membres. Donc, l'enfant, ils se contrôlent les uns les autres. Donc, ils ne permettent pas justement que chacun vive sa vie. Comme dans une famille saine, voilà, on a grandi et puis chacun s'en va, chacun vit sa vie, chacun fonde son foyer. Non, dans ces familles-là, il y a un extrême contrôle et on ne permet pas à l'enfant de pouvoir vivre, avoir sa propre vie, avoir ses propres opinions, vivre sa vie à sa manière. L'enfant doit vivre selon les standards qui ont été imposés par le parent pervers narcissique. Et là, ça commence même souvent ça va jusqu'au choix même souvent du conjoint. Le conjoint qui est accepté par le clan, c'est le conjoint soit choisi par le clan, soit accepté par le parent pervers narcissique.
Autrement, c'est un conjoint qui est rejeté. Parce que c'est une famille dans laquelle, quand quelqu'un veut exprimer son individualité, on procède par le chantage affectif. Donc, dans la famille, il y a des discours très insidieux et très destructeurs. Et ils ont distillé cela dans l'esprit des différents membres de la famille. Donc, pour eux, pour les différents membres de la famille, il n'y a que les membres de la famille qui les aiment. Les gens de l'extérieur ne peuvent pas les aimer. Ne peuvent pas les aimer. Donc, du coup, même le conjoint qui arrive et qui rentre dans cette famille-là, voilà, on monte le membre de la famille contre son propre conjoint en lui faisant croire qu'il n'est pas aimable. Donc, si on est, si le conjoint, la conjointe est avec, c'est simplement par intérêt, ça peut être pour son argent, et voilà. Donc, pour lui-même, il n'est pas, voilà, il n'est pas digne d'être aimé. Donc, on ne peut pas l'aimer pour autre chose que ce qu'il peut donner pour autre chose. On ne peut pas l'aimer pour lui-même. Parce que eux, en même temps, c'est un discours qu'ils tiennent, parce que c'est un discours auquel ils croient. Pourquoi? Simplement parce que c'est comme ça qu'on leur a, c'est comme ça qu'ils ont grandi. C'est comme ça qu'ils ont été élevés. Parce que au sein de cette famille-là, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que les interdépendances. Les gens, ils montrent l'image des gens qui s'aiment, mais en réalité ne s'aiment pas. En réalité, ils passent le temps à mal parler les uns des autres. Ils passent le temps à se diffamer les uns les autres. Donc, on ne permet pas à quelqu'un de pouvoir exprimer sa personnalité, de pouvoir avoir des opinions propres, de pouvoir, comment dire, avoir une, une vie, de pouvoir rêver sa vie à sa manière. C'est complètement étouffé, c'est complètement, voilà, écrasé. Et quand on essaie, c'est tout le reste du clan qui s'oppose à la personne qui a envie de se détacher, qui s'oppose à la personne qui a envie de s'émanciper et de s'affirmer. Donc, l'autre chose aussi, c'est la manière de communiquer dans le clan. Comme on a dit, le langage par excellence là-bas, c'est l'hypocrisie. Ce sont des gens, ce sont des membres de la famille qui ne se disent pas la vérité. Ils n'ont pas appris, voilà, à exprimer leurs besoins. Ils n'ont pas appris à exprimer leurs souffrances. Du coup, comme tout le monde a toujours mis le masque de celui qui se porte bien et tout, donc du coup, ils ne sont pas sincères les uns envers les autres. Ils se mentent les uns les autres. Euh, voilà. Une autre chose, c'est que dans ces familles-là, il y a beaucoup de mensonges et on déforme beaucoup la vérité. Donc, comme j'essaie d'expliquer, quand il y a un fait, il déforme ça justement être, pour pouvoir se présenter bien devant la victime et noircir l'autre personne qui est peut-être en compétition avec eux. Et ils font tout pour toujours contrôler la victime, pour pouvoir contrôler ses pensées, pour pouvoir contrôler ses actes, pour pouvoir contrôler tout. Et surtout, si la victime des moyens financiers, eh bien, ils feront tout pour être toujours là. Donc, ils vont déformer la vérité, ils vont mentir à la victime qui est déjà traumatisée, hein, qui a déjà subi des abus et qui n'a pas confiance en elle, qui n'a pas d'estime d'elle-même, qui n'a aucune estime d'elle-même, qui n'a aucun amour d'elle-même. Donc, du coup, il passe dans le temps à déformer la vérité, à dire des choses pour contrôler, manipuler la victime. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que leur objectif, c'est d'avoir une emprise totale sur les membres de la famille, sur les membres du clan. On doit avoir une emprise totale sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas qu'à un moment, ayant grandi, parce que quand les enfants grandissent, ils s'émancipent, chacun va voilà, chacun prend son envol. Mais pour eux, l'enfant doit rester dans le nid. L'oiseau doit rester dans le nid. Et faire passer quelqu'un d'autre, une autre personne, qu'une autre personne puisse passer en priorité dans le cœur de leur frère ou de leur soeur, pour eux, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Donc, du coup, ils feront tout pour saquer, pour détruire la relation. Ils feront tout pour mal parler, déformer la vérité, mal parler de cette personne auprès de son conjoint ou de sa conjointe, dénigrer cette personne, lui dire comment cette personne n'est pas faite pour elle et tout, c'est eux, parce que eux, ils savent toujours mieux que la victime ce qui est bon pour elle. Donc, une autre façon, une des autres caractéristiques de cette famille-là, c'est la confusion entre le parent et l'enfant. C'est une famille généralement où s'est créé un climat incestueux et, et où souvent il y a une confusion entre le rôle d'adulte et de parent.
Donc, l'enfant se retrouve parfois à un jeune âge à subvenir aux besoins de la famille. Surtout quand, et généralement, c'est le cas du bouc émissaire, le cas du mouton noir, qui dès la petite enfance se sacrifie, joue le rôle, finalement, finit par prendre le rôle du parent, finit par se sacrifier pour pouvoir aider ses frères et sœurs, pour pouvoir, voilà, jouer le rôle du parent auprès de ses frères et sœurs. Donc, ce sont là quelques caractéristiques de ces familles perverses narcissiques-là. Mais il y a aussi que dans une famille, on peut appartenir à une famille soit par la naissance, soit par le mariage. Quand on appartient à ces familles-là par le biais du mariage, il y a deux cas de figure qui se présentent. Si le conjoint ou la conjointe a été choisi par le parent pervers narcissique ou bien par les autres membres du clan, alors il ou elle est toléré. Il n'est pas accepté parce qu'il n'accepte personne. Comment dire ça? Ils ont la haine de l'étranger, ils ont la haine de la différence et ce sont des gens extrêmement xénophobes. Donc, en réalité, ils n'acceptent personne. Ils fonctionnent en huis clos et ils gardent beaucoup, ils cachent trop leurs secrets. Donc, l'autre personne qui vient de l'extérieur, pour eux, représente toujours un danger. Et ils se sentent, puisque ce sont des personnes qui se sentent beaucoup en insécurité, donc l'autre membre qui aura un autre regard sur la famille constitue pour eux un danger. Et pour leur secret, et pour la cohésion de leur famille, et donc, ils ont peur que la personne qui va venir éclater cette cellule-là qu'ils ont mis sur pied, va venir détruire cette structure-là. Et vous allez souvent entendre, oui, tu ne vas pas me séparer de ma famille et tout. Voilà, ce sont des craintes en réalité qui sont infondées, mais qui sont distillées par le manque de sécurité que les différents membres de la famille éprouvent. Donc, comme je disais, quand la personne a été acceptée, a été amenée par les membres du clan ou par le pervers narcissique, alors la personne est tolérée à, à condition qu'elle se fasse l'esclave de toute la famille, l'esclave de tout le clan. À condition que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, que cette personne soit entièrement à leur service. À ce moment-là, on tolère la personne. Mais c'est l'un des membres du clan qui a fait son choix indépendamment de l'avis de la fratrie, des autres membres de la fratrie ou bien du pervers narcissique, eh bien, ces personnes, surtout si elle est sûre d'elle, si elle est équilibrée, voilà, il y a de la lumière en elle, parce qu'ils sont jaloux et tout du couple qu'ils peuvent former, du bonheur que le membre de la fratrie peut avoir, eh bien, ils s'organisent complètement, ils se mettent ensemble pour détruire cette famille-là, pour détruire ce couple-là. Et ils peuvent monter même le conjoint contre ses propres enfants. Donc, c'est un phénomène, je veux dire, c'est une chose qui va très loin. C'est une dynamique qui va très très loin dans la destruction. Ils peuvent monter, du moment où le membre de cette famille leur consacre toute son énergie, les prend, donc les met en priorité. Parce que aussi, ce qu'on constate souvent dans le couple, c'est que le conjoint qui est membre de cette famille et qui leur est souvent très soumis, voilà, qui exécute les ordres de sa famille, qui est aux ordres de sa famille, ce conjoint-là, justement, passe le temps à prouver, à démontrer à sa famille que, justement, le conjoint ou la conjointe qu'il a pris ne représente rien pour lui. Donc, il passe le temps en présence des membres de sa famille, il va cacher son bonheur, il va cacher l'estime, il cache l'estime qu'il a pour cette personne-là. Sinon, et même comme ça, on s'en prend toujours à ce conjoint ou à cette conjointe. Donc, ce qui se passe justement dans la dynamique de cette famille, c'est de ne pas accepter quelqu'un d'autre dans la famille. C'est de ne pas, et c'est pratiquement incestuel, c'est pratiquement de l'inceste, des relations incestuelles qu'ils entretiennent entre eux. Parce qu'ils n'acceptent pas, ils ont la haine de l'étranger, ils ont la haine d'une autre personne qui peut venir, entrer dans la famille et qui peut surtout rendre un membre de leur famille heureux. Pourquoi? Parce que ils envient ce bonheur-là. Et, et ils sont jaloux. Ils envient et ils sont jaloux de ce bonheur-là que les autres membres n'arrivent pas à voir. Parce qu'ils sont déstructurés.
Parce qu'ils sont simplement, ils sont traumatisés. Donc, ils n'arrivent pas à avoir ce bonheur-là et ils ne supportent pas ce bonheur-là chez les autres. En réalité, c'est ça. C'est qu'ils sont malheureux et ils ne supportent pas de voir les autres heureux. Donc, pour ceux qui sont, pour ceux des membres de la fratrie qui sont pervers narcissiques, le conjoint pervers narcissique ainsi que les autres membres de sa famille se retournent, se liguent complètement contre le conjoint, voilà, qui est entré dans la famille. Donc, c'est un fonctionnement vraiment très vicieux, c'est un fonctionnement nocif, c'est un fonctionnement toxique. Et il est important, même pour les victimes, parce que même si on ne devient pas pervers narcissique dans cette famille, on est quand même victime du pervers narcissique et il y a des séquelles. Il y a forcément des séquelles, il y a forcément des dégâts qui ont été faits en nous. Donc, du coup, il est important de pouvoir comprendre parce qu'il y a des victimes qui ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive, qui ne comprennent pas pourquoi ils ressentent pourquoi ils ressentent ce mal-être-là, qui ne comprennent pas la dynamique en réalité qui, la dynamique qui sous-tend le fonctionnement de leur famille. Et du coup, qui ne perçoivent pas toujours la toxicité de cette famille-là contre eux. Parce que, comme j'ai dit, c'est très difficile de reconnaître qu'en réalité, c'est mon frère qui est en train de me détruire. C'est difficile d'accepter. C'est très difficile de reconnaître ça. Donc, mais à un moment, il faut pouvoir ouvrir les yeux. Et pour les victimes qui ont la chance, parfois, par le biais de leur conjoint, d'ouvrir les yeux et de pouvoir reconnaître que, parce que, de pouvoir reconnaître parce que parfois dans la famille du conjoint, il se rend compte qu'il y a toute une autre dynamique qui est plus saine. Donc, parfois, quand ils réalisent cela, ils prennent conscience et pour certains, font un travail sur soi et pour s'en sortir, souvent, coupent le cordon. Parce que c'est important de s'éloigner de cette toxicité. Sinon, il faut penser à sa propre progéniture, il faut penser à ses propres enfants. Parce que simplement, quand on n'a pas fait de travail sur soi, voilà, c'est une pathologie qui est transgénérationnelle et qu'on risque de transmettre à nos enfants, qu'on risque de transmettre aux enfants de nos enfants. Donc, quand on n'a pas fait ce travail-là sur soi, quand on n'a pas reconnu, quand on n'a pas accepté qu'en réalité, on a vécu dans une famille, les rapports que nous avions, le fonctionnement qu'il y avait au sein de notre famille n'était pas sain, eh bien, quand on n'a pas reconnu ça, voilà, on reproduit ça encore, encore et encore, bien malgré nous. Donc, de victime, on devient bourreau par la suite pour nos enfants et pour notre conjoint. Parce que même si on n'est pas pervers narcissique, voilà, on a grandi dans un milieu où on a subi que des abus, on a vu le parent pervers narcissique, voilà, faire des violences, commettre des violences à l'endroit de l'autre conjoint. Et du coup, c'est ça qu'on reproduit aussi dans notre famille, comme je l'ai dit, parce que les parents sont le modèle de base des enfants. La famille dans laquelle on est le modèle de base de la famille qui nous permet, voilà, de nous reproduire par la suite. Donc, c'est ainsi ramasser quelques caractéristiques de ces familles pervers narcissiques. Je sais qu'il y a beaucoup qui se reconnaîtront. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont comprendre cette dynamique-là. Donc, c'est important, même pour les personnes qui n'appartiennent pas à cette famille, même pour l'entourage. Ces personnes, c'est important de comprendre que cette dynamique-là existe, de noter cette dynamique-là et de comprendre exactement ce qui se passe dans ces familles-là, de comprendre la souffrance qui est celle des membres de ces familles-là et pourquoi pas de leur venir en aide parce que par eux-mêmes, ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas à demander de l'aide parce qu'on ne leur a pas appris à le faire. Donc, les pervers, ces enfants, ces victimes des familles pervers narcissiques, c'est vrai, à un moment, on n'est pas là pour les plaindre, on n'est pas là pour, voilà, pour les dédouaner, mais on est là pour essayer d'expliquer la dynamique qui permet le fonctionnement, la dynamique qui a sous-tendu justement le fonctionnement de ces familles-là pendant des années et pour permettre aux gens de comprendre et de leur venir en aide et de venir en aide aussi aux enfants qui sont issus de ces familles-là. Là, on comprend parce qu'à ce moment-là, on comprend mieux ce qui se passe au sein de la famille. Donc, c'était c'était Viviane Nana. À très bientôt pour une autre capsule.